Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire aujourd'hui avec Vezal Pharma. On a la chance d'avoir le docteur Jean-Paul Warzé qui viendra nous parler du microbiote et de la santé féminine aux différentes périodes de la vie. J'espère que tout le monde va bien et on a vraiment la chance aujourd'hui de faire un chouette webinaire avec Vezal et Jean-Paul Warzé. Euh, Comme d'habitude, pour ce webinaire, c'est interactif, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Vous avez le chat sur lequel vous pouvez communiquer si vous avez, bon, voilà, si vous n'entendez pas bien, si l'image n'est pas bonne, quoi que ce soit, communiquez sur le chat. Vous pouvez également poser vos questions dans l'onglet questions. Sachez qu'on peut voter sur les questions, donc si une question vous semble pertinente, n'hésitez pas à voter. Au plus une question a de vote, au plus vite on y répondra. Vous pouvez également donner votre avis si on lance un sondage. Voilà, donc n'hésitez pas, on prend le temps. On a 30 minutes de prévu à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions avec Dr Warzé. Même si c'est sur Vezal, sur les produits Vezal, on a également Charlotte Liénard de chez Vezal qui est là pour répondre à toutes les questions. Voilà, c'est interactif. Allez-y, posez vos questions. Et sans plus attendre, je vous introduis à Jean-Paul Warzé, docteur, mais également cofondateur de la Ligue scientifique européenne des probiotiques. Jean-Paul, je te laisse la parole pour le webinaire. Merci beaucoup, William. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à Vezal Pharma de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui me passionne, qui est le domaine des microbiotes et aujourd'hui plus particulièrement la santé féminine. Merci à Compliment pour l'organisation technique. Je voudrais vous expliquer pourquoi c'est tellement important de parler aujourd'hui de la santé féminine et des microbiotes, parce qu'on va parler aujourd'hui d'éléments pratiques et non pas de tout l'aspect de la pathologie aiguë. Nous allons surtout aborder la problématique de la qualité de vie qui est associée aux problèmes répétitifs de santé féminine et essayer d'aborder ensemble comment on peut essayer d'empêcher ces problèmes récidivants qui sont souvent banalisés, souvent par les gynécologues, et qui peuvent entraîner beaucoup de problèmes, comme on le verra. Et on va faire un focus sur les facteurs favorisants, mais aussi sur les moyens d'essayer de corriger les microbiotes pour essayer d'aider justement les personnes qui sont fragilisées à ce niveau. Alors, je vous propose tout d'abord d'aborder comment optimaliser la qualité de vie féminine sur base de ce que je viens de vous dire. Et il y a également une période excessivement importante dans la vie féminine lorsque la femme est en âge de procréer, c'est le moment de la grossesse et de l'allaitement. Et on va voir que également, bien évidemment, les microbiotes dans ces périodes jouent un rôle très important et on en profitera pour faire un petit rappel quand même de la supplémentation micronutritionnelle qui est également très importante et on constate aujourd'hui qu'il y a certains éléments majeurs dans cette supplémentation qui ne semblent pas être connus d'un grand nombre de jeunes femmes qui sont en âge de procréer. Alors, comme vous le savez, l'être humain est un holobionte. Et ça, c'est une base de réflexion fondamentale pour toute la présentation que je vais faire maintenant. Et pour la comprendre, nous sommes un écosystème et en fait, nous échangeons en permanence avec les écosystèmes qui nous entourent, qu'ils soient au niveau de l'eau, de la terre, de l'air. Et il faut partir du principe aussi que nos organes, qui contiennent presque tous des microbiotes, on l'a découvert récemment, eh bien, ces organes non seulement échangent avec les écosystèmes voisins, mais échangent également entre eux, comme on va le voir. Alors, quand on parle des organes et des microbiotes, et plus particulièrement de la santé féminine, bien évidemment, les bacilles de Döderlein, les fameux lactobacilles, ont été identifiés il y a très longtemps, et c'est une notion qui est connue en santé féminine, mais ce qu'on a découvert beaucoup plus récemment, c'est la présence à côté de ce microbiote vaginal, d'un microbiote qui se trouve également au niveau de la matrice, au niveau de l'utérus, et on a découvert aussi un microbiote chez la femme enceinte, un microbiote important au niveau du placenta qui joue et qui influence très fort aussi le développement du nourrisson. Alors, ce microbiote, en fait, on va le voir, c'est un microbiote urogénital qui va être déterminant aussi
pour la période de fécondation. On sait qu'il y a un problème de fertilité qui est en train de se développer de plus en plus dans nos contrées et que les jeunes, au terme de 12 mois, parfois n'ont pas encore réussi qu'une grossesse n'a pas pu encore être objectivée après 12 mois d'essai, eh bien, on découvre de plus en plus le rôle d'un microbiote, non seulement au niveau vaginal, mais au niveau urogénital, qui est déterminant pour favoriser la fécondation. Et on le voit très fort aussi au niveau de la fécondation in vitro, le rôle de ces microbiotes. Alors, si on parle de microbiote en santé féminine, bien évidemment, on parle d'abord du microbiote vaginal. Et le microbiote vaginal, il y a un grand dogme qui dit que, en fait, pour être en bonne santé, une femme doit, lorsqu'elle est en âge de procréer, doit avoir une majorité de lactobacilles. Et cette présence de lactobacilles est fortement déterminée par l'imprégnation œstrogénique, comme on va le voir. Et en fait, ces lactobacilles qui seront présents sont présents non seulement au niveau vaginal, mais également au niveau des voies urinaires. L'imprégnation œstrogénique dès la ménarque, en fait, va jouer un rôle très important parce qu'en fait, elle va contribuer, lorsqu'il y a cette imprégnation au cours du cycle, à épaissir la muqueuse vaginale et accumuler le glycogène. Ce glycogène va être en fait utilisé par les bons lactobacilles pour se développer. Et grâce à cela, les lactobacilles vont pouvoir produire ce qu'on appelle l'acide lactique qui va légèrement acidifier le milieu. Et cette acidification va favoriser la présence des lactobacilles et diminuer la présence de pathogènes parce que les pathogènes, en fait, n'apprécient pas très fort l'ambiance acide, le milieu acide. Et donc, cet acide lactique est considéré comme un des éléments très importants du rôle des lactobacilles comme défenseurs de la santé féminine. Ici en bas, vous voyez en fait sur base des fluctuations de l'imprégnation œstrogénique, la fluctuation des lactobacilles et la fluctuation aussi du risque de déséquilibre du microbiote que l'on va appeler vaginose bactérienne, comme on va le voir. Alors, l'imprégnation œstrogénique, comme on l'a vu, commence dès la ménarque et sera un élément très important pour la qualité de vie féminine de la femme en âge de procréer et un élément très important aussi tout au long de la grossesse puisqu'il y aura une imprégnation œstrogénique importante aussi. Et comme on le sait, à partir de la phase de ménopause et chez la femme en post-ménopause, on va voir diminuer puis disparaître cette imprégnation œstrogénique qui aura des conséquences bien évidemment au niveau des muqueuses urogénitales et avec une atrophie et la possibilité aussi d'avoir un risque majoré de démangeaison, mais aussi parfois d'infection et de déséquilibre. Alors, quand on parle de la femme en âge de procréer et du microbiote vaginal, on distingue dans la population féminine mondiale aujourd'hui 5 types de profils différents. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que par rapport au dogme qui est de dire que en fait, il faut une majorité de présence de lactobacilles pour qu'une femme soit en bonne santé au niveau de sa santé féminine, eh bien, on a constaté que parmi ces 5 types, eh bien, il y a un type qui n'est pas dominé par les lactobacilles, à côté de 4 autres types qui sont dominés par les lactobacilles. Et ces 4 autres types ont soit une domination principale de Lactobacillus crispatus, soit de Lactobacillus iners, soit de Lactobacillus gasseri, soit de Lactobacillus johnsonii. Donc ici, on constate en tout cas qu'il y a une remise en question de ce dogme qui dit qu'il faut absolument des lactobacilles. Certaines femmes n'ont pas un microbiote vaginal dominé par les lactobacilles et malgré cela, sont tout à fait en bonne santé et ne présentent aucune plainte. Pour votre information, chez une même personne, on rencontrera 2 ou 3 espèces présentes en général de lactobacilles. Et comme on le voit ici, en fonction de la classification des 4 lactobacilles dominants, eh bien, un de ces lactobacilles sera particulièrement présent. Ce microbiote vaginal, en fait, lorsqu'il est en bonne santé, est principalement dominé en
général par les lactobacilles, comme on vient de le dire, et lorsqu'il sera en déséquilibre et qu'il y aura une augmentation de sa diversité, on parlera de déséquilibre et de dysbiose à partir d'un certain niveau de déséquilibre, c'est-à-dire de diminution de ces lactobacilles et d'augmentation des bactéries commensales et de pathogènes. Donc, on passera d'un stade normal à un stade intermédiaire et puis d'une objectivation de la vaginose bactérienne en fonction justement à partir du pH et à partir d'un frottis qui permettra aussi d'objectiver la situation de vaginose bactérienne. Et ce qui est intéressant à noter ici, c'est que quand on parle de diversité au niveau du microbiote vaginal, on parlera de déséquilibre et de dysbiose, alors que dans le domaine du microbiote intestinal, comme vous le savez très bien, eh bien lorsqu'il y a diversité, eh bien, c'est un signe de bonne santé. Donc, au niveau du microbiote vaginal, on est dans une situation tout à fait opposée à cette notion de diversité par rapport au niveau intestinal. Alors, à partir du moment où il y a un déséquilibre, il va y avoir d'abord une diminution de ces lactobacilles avec une augmentation d'autres bactéries, et donc cela va conduire à ce stade de vaginose bactérienne qui est très fréquent chez la femme et avec principalement un responsable qui est une bactérie anaérobie et le Gardnerella vaginalis, mais ce n'est pas la seule. Et lorsqu'on aura du fait de la proximité des voies urinaires et d'un urètre beaucoup plus court chez la femme que chez l'homme, des risques augmentés de cystite de par la proximité, eh bien, c'est l'Escherichia coli qui sera responsable des épisodes à répétition de cystite. Lorsqu'on aura des problèmes à levure de Candida albicans, on parlera de vulvovaginite. Et ces vulvovaginites sont plus fréquemment liées au Candida albicans, mais peuvent être liées aussi à des bactéries aérobies. Quand on parle justement de ces problèmes à levure, pour votre information, je vous rappelle que le Candida albicans, en fait, se trouve partout dans l'air, on le rencontre partout, donc c'est vraiment un commensal tout à fait traditionnel. Le Candida est également présent dans de nombreux organes. Il est présent au niveau de la bouche, au niveau de l'intestin, il est présent au niveau urogénital, mais chez les personnes en bonne santé, eh bien, il se présente sous la forme de petits ballons de rugby comme ça. Et lorsque les conditions favorisent son développement, à ce moment-là, il va changer de forme, il va changer de visage, je dirais. Il va prendre une forme complètement filamenteuse qui va au niveau intestinal lorsqu'il est présent, et c'est souvent associé, eh bien, il va créer une perméabilité intestinale en s'insérant, en ouvrant les espaces entre les cellules de l'épithélium intestinal, ce qui va contribuer à la perméabilité intestinale. Et donc, nous pouvons avoir également ce genre de problème au niveau vaginal, avec le développement d'une vulvovaginite à candida. Donc le candida, c'est très important à savoir, c'est un commensal. À partir du moment où il devient envahissant, à ce moment-là, il faut vraiment bloquer son développement. Les produits antifongiques, il faut le savoir, ne tuent pas le candida, et le but n'est pas de le tuer, parce qu'on n'arrivera jamais à l'éradiquer, puisqu'il est partout, il est présent partout. Mais ce qui est très important, c'est de le faire rentrer dans sa boîte, si je peux me permettre, et le faire revenir à sa situation normale, non filamenteuse, pour justement éviter tous les inconvénients de symptômes et de complications. Il est à noter que lorsqu'une femme présentera des problèmes au niveau urogénital de levure, très souvent, il y a un réservoir au niveau intestinal qu'il faudra traiter. Alors, la santé féminine peut exposer, les problèmes de santé féminine peuvent exposer à de l'inconfort qui peut passer par différents symptômes. Ça peut être des pertes vaginales, des démangeaisons, des odeurs désagréables, des douleurs en urinant, des besoins fréquents d'uriner, des douleurs ou des sensations de brûlure, des relations sexuelles inconfortables. Mais tous ces éléments-là, en fait, vont interférer parfois lourdement dans la qualité de vie, mais peuvent constituer aussi des problèmes sur le plan socio-économique, à savoir, ça peut entraîner de l'absentéisme, ça peut entraîner des frais à cause de la répétition, des frais directs ou indirects, donc de consultation, de traitement, et ça peut entraîner, ces problèmes peuvent entraîner des complications de santé, ça peut entraîner des problèmes d'infection rénale, ça peut entraîner des problèmes de fertilité, etc. Mais ce n'est pas le but de la présentation aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est de parler
de cette situation chronique et de voir comment on peut essayer d'éviter ces répétitions. Et donc, le grand problème, c'est l'automédication. Une automédication qui, parfois, n'est pas idéale parce qu'on peut croire que c'est une infection bactérienne alors qu'en fait, c'est un problème de candidat. Donc, lorsqu'il y a automédication, parfois, il peut y avoir mauvaise médication, mais aussi, comme vous le savez, la problématique quand on utilise des antibiotiques de multirésistance. Et l'Escherichia coli, qui est le responsable principal des cystites à répétition, eh bien, c'est une bactérie pour laquelle il y a énormément de plus en plus de multirésistance aux antibiotiques. Et en Belgique, nous avons 25 à 50% de résistance concernant l'Escherichia coli. Donc, ça, ce sont des éléments importants qui ont pour but justement d'aider la femme par rapport à sa qualité de vie, mais aussi d'essayer d'agir au niveau de ses autres répercussions. Alors, penchons-nous d'abord sur les facteurs favorisants. Ces facteurs favorisants peuvent être bien évidemment une hygiène intime excessive, qui n'est jamais bonne, qui peut être liée au rapport sexuel, à une contraception, qui peuvent être liées à des vêtements serrés, etc. Le tabagisme, à partir de 4 cigarettes par jour, il faut savoir que le microbiote vaginal va être modifié et va évoluer vers une vaginose bactérienne. La constipation est un élément extrêmement important qui va favoriser les déséquilibres au niveau vaginal, mais aussi les problèmes de cystite à répétition. Donc, on luttera contre on essaiera de trouver une solution aux problèmes de constipation chronique fonctionnelle. Et les problèmes peuvent être liés aussi soit à certains médicaments, évidemment, parfois on ne peut pas les supprimer, ou par exemple à un diabète mal équilibré. Alors, la postménopause n'est pas une maladie, bien évidemment, mais c'est une situation qui va favoriser les déséquilibres et où on pourra également aider la personne. Alors, comme je vous le disais, on part d'une situation en bonne santé avec une majorité de lactobacilles qui va évoluer progressivement vers un déséquilibre avec une accumulation de pathogènes et de bactéries commensales. Et si on traite la vaginose bactérienne avec l'antibiotique, eh bien, on se trouve alors à ce moment-là dans cette situation d'appauvrissement total de bactéries et d'une place complètement ouverte pour le retour des pathogènes éventuels parce que les bons défenseurs les lactobacilles ne sont pas revenus. Et c'est pour ça que lorsqu'on va utiliser un antibiotique ou même un antifongique, eh bien, on associera systématiquement des probiotiques pour justement rapidement restaurer la dominance de lactobacilles. Donc ça, c'est déjà en tout cas une recommandation extrêmement importante à partir du moment où on a un traitement pour rompre le cercle vicieux de ces problèmes à répétition. Ces lactobacilles, pourquoi on les utilise? Parce que justement, sous l'imprégnation œstrogénique, ils vont être particulièrement, ils apprécieront les conditions, ils vont se développer en quantité et par l'acide lactique, mais par d'autres moyens, tels que l'eau oxygénée pour certains, et éventuellement aussi la production d'antibiotiques, appelés bactériocines, eh bien, ces bons lactobacilles vont contribuer à rééquilibrer le microbiote et à maintenir une prédominance de lactobacilles. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est qu'un lactobacille n'est pas l'autre. Et que ce qui est très important, quand on choisit un probiotique, il faut qu'il ait une capacité de fixation très importante. Vous pouvez avoir un lactobacille hyper doué, avec plein de moyens pour détruire les pathogènes, mais s'il n'arrive pas à se fixer au niveau de la muqueuse vaginale, il ne sert à rien. Ce Rambo ne sert à rien, il glisse, il est inutile. Et donc, quand vous choisissez des lactobacilles pour agir au niveau de la santé féminine, ce ne seront pas nécessairement les mêmes, bien évidemment, que ceux que vous utilisez dans le domaine digestif ou dans le domaine de l'immunité. Et ça, c'est une chose très importante. Et donc, il y a, je prends l'exemple ici d'une association de lactobacilles, Rhamnosus erytheri, GR1 et RC14, qui sont, par rapport aux cibles de pathogènes, tout à fait complémentaires et qui ont été documentées depuis près de 40 ans. Et donc, ce sont deux souches qui sont maintenant des références, qui ont été étudiées ensemble pendant 40 ans et qui sont proposées ensemble dans le même produit pour justement contribuer à faire de la prévention de ces problèmes à répétition, comme on va le voir.
Alors, ce Basilac Femina qui vous sera présenté par Charlotte tout à l'heure, comme je vous le disais, c'est vraiment une association qui est documentée scientifiquement, c'est la plus documentée en tout cas en santé féminine au niveau mondial. Elle a été étudiée dans les différentes régions du monde. Il y a plus de 130 publications en santé féminine, purement en santé féminine, mais donc dès les années 80, il y a eu toutes les recherches pour la sélection des souches. Dans les années 90, les études ont démontré l'efficacité par voie locale vaginale, et à partir des années 2000, toute la documentation scientifique par rapport à une utilisation par voie orale a été développée, et ainsi que toutes les études pour démontrer cette rupture du cercle vicieux des problèmes à répétition. Alors, comment, en fait, en administrant par voie orale des lactobacilles, comment ces lactobacilles peuvent-ils être efficaces au niveau urogénital chez la femme? C'est une excellente question, me direz-vous. Eh bien, il faut savoir que le réservoir intestinal est un réservoir non seulement de bonnes bactéries potentielles, mais également de pathogènes. Donc, les pathogènes qui peuvent perturber la vie urogénitale de la femme viennent surtout et principalement du réservoir intestinal. Et donc, le but, en administrant des lactobacilles efficaces et compétents par voie orale, eh bien, ça va être d'abord de rendre ce réservoir intestinal plus sain, avec moins de pathogènes, et augmenter la présence de lactobacilles. Deuxièmement, le fait que ces lactobacilles sont présents au niveau intestinal, eh bien, ça va influencer le système immunitaire, mais aussi, pas uniquement au niveau intestinal, mais aussi au niveau urogénital. Et ça, ça a été démontré que ce sont les moyens essentiels, en tout cas, d'efficacité de ces lactobacilles administrés par voie orale pour influencer la santé féminine. Alors, on a pu démontrer que certains lactobacilles administrés par voie orale pouvaient être retrouvés au niveau vaginal par migration du fait de la proximité du système digestif et des voies urogénitales. Mais il a été démontré aussi que cette présence au niveau vaginal de ces lactobacilles n'est pas indispensable pour avoir l'efficacité. Donc c'est un plus, mais ce n'est pas indispensable. Alors, passons en revue quelques études qui ont démontré justement et les avantages en fait d'une telle association de lactobacilles dans les différents problèmes responsables de perturbation de la qualité de vie chez la femme. Dans la vaginose bactérienne, eh bien, on a pu démontrer que lorsqu'on donne un antibiotique, eh bien, il y a ce cercle vicieux de réinfection très rapide qui se passe lorsque vous n'associez pas le traitement antibiotique avec les lactobacilles. Eh bien, ici, on a pu démontrer que par rapport à un groupe qui n'utilise que les antibiotiques et qui est en rouge, eh bien, si vous utilisez l'antibiotique associé aux probiotiques, c'est-à-dire après une semaine de traitement, vous donnez le traitement probiotique pendant 3 semaines, eh bien, vous pouvez aussi le commencer dès le traitement de l'antibiotique. Eh bien, on constate à ce moment-là qu'un mois après le traitement antibiotique, eh bien, il n'y a aucune récidive dans le groupe qui a reçu également les probiotiques avec l'antibiotique, alors qu'on a déjà 30% de récidives dans le groupe antibiotique et 30% de personnes qui ont un microbiote vaginal qui est en train d'évoluer vers la vaginose bactérienne. Donc ça, c'est déjà un élément excessivement intéressant. Deuxièmement, dans les problèmes de cystite à répétition, comme je vous l'ai dit, l'Escherichia coli qui migre de l'intestin peut accéder assez rapidement et facilement au niveau de la vessie et créer ces problèmes de cystite à répétition et interférer aussi avec les problèmes de fécondité. Eh bien, on a ici, dans cette étude, réalisé une étude en Hollande. Dans un milieu universitaire, et on a pris des femmes qui avaient au moins 7 épisodes de cystite à répétition, qui ont eu ces épisodes durant les 12 mois qui ont précédé. On a pris ce groupe pendant une phase où il n'y avait pas de cystite aiguë, et on a donné à la moitié de ce groupe soit un antibiotique à très faible dose, soit l'association de probiotiques, et cela pendant 12 mois. Et au terme de ces 12 mois, on a été regarder quel était le nombre d'épisodes de cystite que ces personnes ont eu en comparaison de ces fameux 7 épisodes ou plus qu'ils avaient eu l'année qui précédait. Eh bien, on a pu constater que le groupe qui recevait uniquement l'association de probiotiques eh bien, était quasiment au même niveau en termes de diminution de ces récidives
que le groupe qui a reçu uniquement l'antibiotique. Donc ça, c'est un élément excessivement intéressant, mais l'élément le plus déterminant aussi est l'élément le suivant, qui est que dans une Europe où on constate ici, où on a la carte de la multirésistance à l'Escherichia coli aux antibiotiques, et où vous voyez la Hollande en orange et la Belgique en rouge, donc en fait, les problèmes de résistance ici qui se précisent autour de 20% en Hollande, chez nous, nous sommes entre 25 et 50%. Eh bien, on constate que avant le traitement, lorsque les gens sont rentrés dans l'étude, eh bien, on avait un certain niveau de résistance aux antibiotiques. Le groupe antibiotique a développé, presque tout le groupe a développé une résistance maximale pendant la durée du traitement, alors que cette résistance n'a pas été modifiée dans le traitement dans le groupe probiotique. Et 3 mois après l'arrêt du traitement antibiotique, vous voyez qu'on a un problème de résistance qui est encore 2 fois plus élevé qu'avant le traitement dans le groupe antibiotique. Alors qu'on constate même que l'utilisation de probiotiques tend à diminuer les problèmes de multirésistance. Eh bien, sur base de ces éléments-là, eh bien, un organisme en Hollande recommande officiellement l'utilisation de cette association dans la prévention des cystites à répétition, entre autres chez la femme postménopausée, et cela à la place du traitement antibiotique. Alors, très intéressant aussi dans les problèmes de candidats, eh bien, c'est le savoir que cette association en fait est efficace contre le candidat et est capable de le tuer. Donc, d'empêcher le développement de son biofilm, et ça, c'est un élément excessivement important parce que beaucoup de femmes, lorsqu'elles prennent un traitement antibiotique, en fait, peuvent avoir ce genre de problème de candidat albicans, et donc associer à l'antibiotique le probiotique sera un élément favorable pour éviter ces problèmes. Alors, quand on parle de la prévention de ces problèmes de santé féminine chez la femme en âge de procréer, ces phénomènes peuvent se dérouler aussi chez la femme enceinte. Et donc, pendant la grossesse, ces probiotiques, cette association de probiotiques pourra également être utilisée pour prévenir les problèmes chez des femmes qui auraient déjà eu dans le passé ce genre de problèmes. Il a été démontré en tout cas que si autour de la 20e semaine de grossesse, eh bien, il y a une présence importante de bons lactobacilles, eh bien, alors à ce moment-là, ça augmente les chances d'arriver à une grossesse à terme. Donc, on peut envisager d'utiliser cette association aussi, de faire un traitement autour de la 20e semaine pour justement essayer d'optimaliser le microbiote vaginal et préparer et favoriser le terme, en tout cas, de la grossesse. Et pour votre information, lorsqu'il y a des grossesses à risque qui sont objectivées pendant la grossesse, eh bien, souvent, cette association est administrée alors à ce moment-là à la personne jusqu'au terme pour essayer de favoriser d'éviter la vaginose bactérienne et d'éviter des éléments supplémentaires par rapport à cette situation à risque. Alors, pendant la grossesse, bien évidemment, on va aborder d'autres aspects importants du microbiote, mais je voudrais commencer par un mot important quand même par rapport à la supplémentation micronutritionnelle. Cette supplémentation qui est fondamentale, en tout cas par rapport à un certain nombre de composants, comme on va le voir. Et je voudrais attirer votre attention que quand on parle de supplémentation pendant la grossesse, il y a non seulement la composition du supplément, ça veut dire de quels ingrédients parlons-nous en termes de vitamines, de minéraux, etc. Quelle est la dose? Très important aussi. Quels sont les autres ingrédients éventuellement présents et éviter les ingrédients qui peuvent avoir une connotation négative, comme le dioxyde de titane, par exemple. Quand on parle de femmes enceintes, on sait que les femmes enceintes présentent certains problèmes pour avaler des comprimés un peu trop gros. Donc, la taille du comprimé, mais aussi la digestibilité de ce genre de composants est un élément important, et Charlotte en parlera tout à l'heure. Mais aussi, le timing d'administration de ces composants est un élément extrêmement important aussi, comme on peut le voir, entre autres pour la vitamine B9. Alors, cette vitamine B9, je commence par elle. Pourquoi? Parce que l'acide folique, c'est un élément fondamental, et il est fondamental déjà avant
avant la conception. Il est fondamental dès le désir de la conception. Pourquoi? Parce que la vitamine B9, l'acide folique, intervient à un moment très précoce de la synthèse des organes et plus particulièrement de la fermeture du tube neural qui est très précoce, qui se déroule à la 4e semaine, le 28e jour, à un moment où la femme régulièrement n'est même pas encore au courant qu'elle est enceinte. Et donc, cette complémentation, cette supplémentation en vitamine B9, en acide folique, elle est non seulement importante par rapport à son timing, comme on va le voir. Aujourd'hui, les recommandations sont de commencer la supplémentation 1 mois avant la grossesse, mais certaines publications recommandent même 2 à 3 mois avant la grossesse. Et donc, il y a une importance de timing concernant l'acide folique. Mais deuxièmement, en fait, quand on prend l'acide folique, eh bien, une personne n'est pas l'autre. Pourquoi? Parce que l'acide folique classique, qu'on peut trouver, en tout cas, tout d'abord dans l'alimentation, il a une très faible biodisponibilité. Il a 50% de biodisponibilité, il est détruit par la cuisson. Donc, en fait, ce n'est pas un apport optimal pour une femme enceinte dont les besoins sont augmentés. Donc, historiquement, on donnait un acide folique synthétique qui a une meilleure biodisponibilité, on arrive à 85%, mais le problème, c'est que ce n'est pas une forme active. Et donc, il faut l'activer, et cette activation se fait, entre autres, au niveau de la muqueuse intestinale, et on a constaté, en tout cas ces dernières années, qu'une personne n'était pas l'autre à ce niveau-là, et que l'enzyme qui permet l'activation, en fait, certaines personnes présentent des mutations au niveau de cette enzyme, avec, selon les personnes, une diminution de 40, voire 70%, 70% de la fonctionnalité, de l'efficacité de l'acide folique actif. Et donc, ça, c'est un élément important et qui concerne 25 à 44% de la population européenne. Donc, quand on parle d'acide folique de vitamine B9, non seulement, ce qui est très important, c'est toute la période de préconception, et ça, c'est un élément déterminant, mais aussi, ce qui est déterminant, c'est le choix du produit. Et aujourd'hui, on trouve sur le marché, comme le quadrifolique, eh bien, une forme d'acide folique qui est active, et c'est pour ça que la plupart des publications aujourd'hui recommandent et préconisent l'utilisation de formes actives comme le quadrifolique, qui permet justement d'optimaliser la prévention de problèmes de troubles de fermeture du tube neural. Et ça, c'est un élément, en tout cas, très positif et fondamental. Alors, quand on parle aussi de la période de conception, on connaît aussi de plus en plus le rôle d'un microbiote équilibré et de l'interférence d'un déséquilibre ou de la présence d'Escherichia coli, que ce soit au niveau vaginal ou même au niveau de la vessie. On a pu démontrer, par exemple, dans la fécondation in vitro, qu'une femme qui présente des quantités trop importantes d'Escherichia coli au niveau de la vessie, eh bien, chez ces femmes-là, les chances, par exemple, d'une fécondation in vitro, eh bien, deviennent nulles. Donc, cette qualité du microbiote urogénital devient fondamentale, d'autant plus que les problèmes de fertilité augmentent en Europe. Et donc, chez ces personnes à risque, on peut envisager d'utiliser justement un probiotique pour assainir non seulement le réservoir intestinal et favoriser un microbiote vaginal équilibré, un urogénital équilibré. Et pour ce faire, il y a des études qui ont démontré toutes les qualités du Lactobacillus acidophilus LA14, qui est présent dans certains composants, dans un produit qui sera présenté par Charlotte tout à l'heure, et qui a pour but donc de diminuer la présence de pathogènes, rééquilibrer le microbiote vaginal, mais aussi stimuler la fonction immunitaire. Alors, par rapport à la supplémentation, il y a d'autres facteurs que la vitamine B9 qui sont très importants, comme vous le savez. Il y a l'iode, le fer, mais je n'ai pas le temps de passer en revue tous ces éléments-là. Mais un élément sur lequel je souhaite insister, c'est que quand on choisit un supplément pour femme enceinte, c'est clair qu'il y a une législation par rapport à cette supplémentation pour la femme enceinte, mais que selon le produit, vous aurez des produits qui seront plus ou moins chers, mais il y a des produits dans lesquels il n'y a pas grand-chose en termes de composition ou soit en termes de dosage. Et donc, quand on choisit un supplément pour femme enceinte, c'est très important de voir si les composants qu'on souhaite sont présents et aussi les dosages, les quantités sont suffisants. Donc ça, c'est un élément important. Et si ce produit, en plus, présente, en
plus de la supplémentation en vitamines, minéraux, des oméga 3, des probiotiques et d'autres éléments qui participent à la digestibilité, ce sont des éléments qui concourent justement à la qualité du produit. S'il est utilisé en milieu universitaire, c'est une preuve en tout cas aussi de qualité. Alors, comme vous le voyez, tous ces composants vont agir à des niveaux importants qui peuvent être soit le bon déroulement de la grossesse, le bon développement de l'enfant ou la protection de la mère, la prévention de l'anémie, le bon développement du système nerveux, le bon développement, une bonne activité sur le plan immunitaire, faire en sorte que sur le plan métabolique, ça évolue correctement aussi. Mais donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais ce n'est de toute façon pas non plus l'objectif. Mais ce qui est très important aussi, c'est en termes de microbiote, que la vitamine D soit à un niveau suffisant. Ça, c'est un élément aussi de part important pour la synergie. Alors, les oméga 3, on peut les trouver aussi dans des préparations pour femmes enceintes qui peuvent être vraiment intéressants et ils sont très importants pour le développement du système nerveux et de la rétine du bébé pendant la grossesse et qui permet de rééquilibrer les apports oméga 3, oméga 6. Mais je rappelle aussi que les oméga 3, ils ont un effet également anti-inflammatoire et un effet prébiotique qui est un élément qui n'est pas à négliger. Et à partir du moment où vous avez éventuellement plus de PA que de DHA, eh bien, il peut y avoir aussi un effet positif sur l'anxiété et la dépression. Alors, on parle de plus en plus de microbiote et de son rôle dans le domaine de l'immunité. Comme vous le savez, eh bien, on parle aussi de cette problématique majeure de l'allergie qui est devenue une priorité de la Commission européenne dans le domaine de la prévention pour diminuer justement cette augmentation incroyable du nombre de problèmes d'allergie. On a aujourd'hui en France 30% de la population qui est allergique et on dit que dans les années à venir, on atteindra les 50%. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut diminuer dans les familles à risque, dans les familles atopiques, dont les parents, un ou deux parents sont allergiques, eh bien, on peut diminuer le risque que l'enfant ne développe ou n'entre dans la maladie allergique en agissant en fin de grossesse, dans la période périnatale, en administrant des probiotiques spécifiques comme le Lactobacillus rhamnosus HN001 et qu'on administre à la mère en fin de grossesse et qu'on administre pendant la période d'allaitement et qu'on administrera après à l'enfant après le sevrage. Eh bien, quand on administre ce probiotique spécifique, on a pu démontrer qu'on diminue de 50% le risque d'entrer dans la marche allergique. Et ça, c'est un élément très important. Et on a suivi ce groupe d'enfants qui était constitué de plusieurs centaines d'enfants. On a continué à suivre ce groupe année après année. Et après 11 ans, ici vous voyez les résultats après 6 ans, mais après 11 ans, eh bien, cette efficacité reste confirmée. Donc, on peut actuellement postposer l'entrée dans la marche allergique et on va voir dans les années suivantes si on peut vraiment l'en empêcher. En tout cas, sur le plan de la dermatite atopique, c'est vraiment efficace. On a pu démontrer aussi la diminution du risque de rhinoconjonctivite, de sensibilisation aussi allergique. Par rapport à l'asthme, là, c'est moins évident. Et je voudrais simplement insister sur le fait qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de l'allergie recommande l'utilisation de probiotiques spécifiques qui ont démontré, comme le HN001, une efficacité, recommande dans la phase, en tout cas pendant la grossesse et ensuite chez l'enfant, l'utilisation de ces probiotiques en prévention. Et alors, je vais terminer maintenant aussi avec cette importance du microbiote dans le domaine métabolique. Vous en avez entendu parler beaucoup ces derniers mois. C'est vrai qu'on est en train de découvrir le rôle majeur du microbiote par rapport au métabolisme. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, 4 femmes sur 10 qui sont enceintes sont en surpoids ou en obésité. Et nous avons également 2 femmes sur 10 qui ont plus de 30 ans ou qui ont 35 ans, et il y en a même 1 sur 20 qui a plus de 45 ans, grâce à ces stars qui font des enfants tardivement et qui ne sont pas nécessairement les meilleurs exemples, parce que ce n'est pas nécessairement à cet âge-là que, je veux dire,
la période est idéale. Eh bien, à partir du moment où une femme a un enfant à un âge plus important, ou si elle est en surpoids ou obèse, eh bien, ça augmente le risque de diabète gestationnel, qui est quelque chose qui doit être évité au maximum parce que ça peut entraîner des complications très importantes pour l'enfant, pour la mère, durant la grossesse, mais aussi par la suite. Et donc, on a pu constater que le lactobacillus rhamnosus HN001, lorsqu'il est administré suffisamment tôt pendant la grossesse, eh bien, il peut réduire jusque près de 70% le risque d'apparition du diabète gestationnel chez les femmes à risque, c'est-à-dire donc les femmes qui ont eu des antécédents de diabète gestationnel lors de grossesses précédentes ou qui ont un âge avancé ou qui sont en surpoids ou obèses. Donc ça, c'est un élément excessivement important. Je vous rappelle aussi donc que lorsqu'on utilise des probiotiques et qu'on veut agir par l'intermédiaire d'un microbiote équilibré, la vitamine D doit être à un niveau suffisant. Et donc, ce sont tout cela, ce sont des éléments qui concourent vers l'utilisation de plus en plus large de probiotiques, même aussi pendant la grossesse, et pour non seulement garantir le bon déroulement de la grossesse, mais aussi construire et préparer la santé de l'enfant, parce que comme vous le savez, sur base de ce concept des 1000 premiers jours qui est mis en avant par l'Organisation mondiale de la santé, ces 1000 premiers jours qui vont depuis la conception jusqu'à la deuxième année, la fin de la deuxième année de l'enfant, eh bien ces 1000 premiers jours sont déterminants pour la santé des 90, des 90 années qui suivront. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Charlotte. Merci, docteur. Voilà, donc moi je suis, je travaille pour Vesal Pharma, donc qui est une société belge et wallonne. Notre core business est axé sur la santé féminine, d'où l'intérêt d'avoir une présentation de Dr Warzé sur les probiotiques. Jean-Paul, pourrais-tu couper ton micro, s'il te plaît? Voilà. Non, il faut couper. Mes excuses. Et donc, c'est vrai qu'ici, on propose une gamme complète de vitamines de grossesse, en commençant par le Vinalac prénatal et en passant par, donc, qui est vraiment dans le cadre du désir de grossesse. Donc, ici, il va reprendre l'acide folique de dernière génération, donc qui est l'équatrefolique, qui est la forme directement biodisponible et assimilée par tous les types de femmes, en associant également avec les Lactobacillus acidophilus LA14, donc qui est la souche dont Dr Warzé a parlé, qui permet vraiment ici de préparer la flore vaginale afin d'accueillir une fécondation. C'est quelque chose que, en tout cas en Belgique, nous on présente énormément au niveau de tout ce qui est PMA et fécondation in vitro, afin de vraiment favoriser la fécondation, surtout chez les femmes qui ont un problème de dysbiose à ce niveau-là. Après, nous avons deux formes de vitamines de grossesse et allaitement. On a le Vinalac, je veux dire classique, et la forme Vinalac plus DHA-EPA. Dans les deux cas, au niveau de notre comprimé, on a une galénique qui est vraiment propre à nous et qui est brevetée. On a, si vous voulez, une fine pellicule sans colorant artificiel. Et ensuite, on met du gingembre. On met du gingembre pour faciliter la digestion des vitamines et des minéraux qui sont souvent très, très durs à digérer, d'autant plus lorsqu'on est enceinte, les hormones ne favorisent pas ça. Et ça permet également de diminuer tout ce qui est sensation de nausées, vomissements qui sont souvent liés à l'hormone de grossesse. Par la suite, on a mis un enrobage entérique avec 4 heures de retard, ce qui permet vraiment de mettre ces 12 vitamines et 9 minéraux directement au bon endroit et donc ne pas avoir ces remontées de vitamines qui sont, comme je le disais, assez lourdes à digérer. Et par la suite, on a un enrobage encore avec les probiotiques et là, on utilise la souche qui est du Lactobacillus rhamnosus HN001. Donc, c'est la souche dont Dr Warzé vous a parlé, qui va diminuer ici, dans un premier temps, les éventuelles dermatites atopiques de 50% chez le nourrisson, ce qui n'est pas négligeable dans notre génération, et dans un second temps, diminuer l'éventuel diabète gestationnel de 68%. Pourquoi on parle toujours du diabète gestationnel? On est une génération où malheureusement on a des enfants de plus en plus tard, souvent liés à notre mode de vie, les études et ainsi de suite. Ici, l'âge moyen est en moyenne 30 ans pour le premier enfant. Il est en train de monter d'année en année. Donc c'est quelque chose que beaucoup de gynécologues apprécient énormément, c'est le côté bien-être de la maman.
Ça, c'est ce qui fait vraiment notre force, c'est ce qui fait notre réputation, c'est que nous sommes le comprimé le plus digeste du marché par notre galénique et notre composition, et surtout le plus complet. Dans le DHA, donc Vinalac DHA, pardon, on utilise ici 300 mg de DHA et 63,8 mg de PA. Il faut savoir qu'on utilise des petits poissons. C'est important pour éviter les métaux lourds, mais par la suite, on les filtre également très bien pour éviter qu'il n'en reste un tant soit peu, mais ça permet également de ne pas avoir de goût. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de la digestion, on ne va pas se retrouver avec des relents de poisson. Je dis ça toujours parce qu'effectivement, avoir des relents de poisson à 10 heures du matin, c'est pas toujours agréable. Donc ici, ça permet vraiment de faciliter la digestion. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, c'est la digestion de la femme enceinte qui est souvent plus compliquée. Donc, voici notre gamme au complet. Et alors, pour terminer, on a le Basilac Femina, qui est vraiment un produit que l'on présente à tous les types de femmes. Pourquoi je dis ça? Parce que ça passe de la petite fille en passant par la femme ménopausée. Et on le présente d'un point de vue, nous, en général, pédiatres et gynécologues, ainsi que les sages-femmes, à tout moment, principalement aussi au moment de la grossesse, comme l'a expliqué Dr Warzé. Ici, au niveau de la posologie, l'avantage, c'est que c'est simple. On peut l'utiliser en usage oral ou en usage vaginal, selon les différents cas. Je vais donner un exemple tout simple. Une personne qui prend un antibiotique, moi, je vais souvent le conseiller un par voie orale et un par voie vaginale. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une mycose qui est présente, il y a des démangeaisons, des sécheresses, des pertes blanches abondantes, ce qui est très désagréable pour une femme. Donc ici, le fait de le mettre en local va permettre d'apaiser directement toutes ces sensations. On sait que par voie orale, l'efficacité sera plus grande, mais d'un point de vue pratico-pratique, le fait de l'utiliser par voie vaginale au moment du coucher permet déjà d'apaiser. Donc ce que moi je recommande toujours avec la prise d'un antibiotique, c'est prendre 2 fois par jour pendant donc 2 semaines, mais on commence les 2 premiers jours, un oral et un vaginal, pour vraiment avoir ce côté bien-être de la femme et apaiser directement les désagréments. Et par la suite, on continue à une gélule par jour pendant 1 semaine. On peut également le conseiller chez les femmes qui parfois présentent des mycoses simplement liées à l'hormone de grossesse, les contraceptions qu'elles prennent, qui sont des hormones. Et certaines femmes peuvent parfois avoir des mycoses liées tout simplement à la période des règles. Donc là, on va le conseiller 2 jours avant le début des règles par voie orale et pendant la durée des règles. Donc souvent, on part sur 7 jours. Et on peut le refaire tous les mois. Également, d'autres cas qui sont très concrets, c'est la période des vacances. Il fait chaud, le maillot est humide, on ne va pas changer 5-6 fois de bikini par jour, enfin, en tout cas pas la moyenne des femmes. Et donc, c'est vrai que beaucoup de femmes développent dans ces périodes-là des mycoses. Là, on peut le conseiller 2 jours avant le départ, 1 gélule par jour et pendant toute la durée du voyage pour diminuer ce risque, surtout lorsqu'on sait que l'on est fragile. Et dans le cadre d'une grossesse à risque, on peut le conseiller 1 gélule par jour, par voie orale, durant toute la grossesse. Pour les personnes ou les jeunes filles qui n'arriveraient pas à avaler une gélule, on peut toujours ouvrir la gélule, la mettre dans un produit laitier, c'est toujours mieux. Mais voilà, on peut toujours ouvrir la gélule, mettre avec soit un petit peu d'eau ou dans un yaourt, sans aucun souci. C'est une question qui revient très fréquemment. Ici, donc, on utilise bien le Lactorhamnosus GR1 et le Reuteria cercator, qui sont les souches qui sont totalement complémentaires, qui ont beaucoup d'études cliniques et qui ont réellement démontré une efficacité où on a encore des études en cours actuellement sur d'autres paramètres. On a fait ici un système de 3 boîtes différentes, des boîtes de 15, de 30 et de 60 pour, d'une part, correspondre à tous les portefeuilles, mais aussi dire, voilà, vous avez une boîte de 15, ça correspond à la période de la prise de l'antibiotique qui est en général de 1 semaine. Et voilà, ça c'est vraiment pour couvrir juste cette partie-là. Mais dans l'idéal, c'est vraiment faire la cure de 2 semaines à raison de 2 fois par jour. Alors, on me demande souvent quand prendre le probiotique par rapport à l'antibiotique. Si l'antibiotique est pris le matin, moi je conseille toujours de prendre le probiotique le soir, le plus espacé possible. Si on n'a pas l'occasion, alors essayez de laisser minimum 2 heures entre les prises. Ça, c'est vraiment un conseil que l'on donne pour garantir la viabilité des bactéries
par rapport à l'antibiotique. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Super, merci Charlotte, merci Dr Warzé également, c'était très clair votre présentation. Avant de passer aux questions, et j'ai vu qu'il y en a pas mal, je voudrais rapidement vous présenter Compliment Pro. Donc aujourd'hui, c'était Compliment Pro qui organisait le webinaire avec Vesal, et les produits Vesal sont justement disponibles sur notre plateforme. Nous, la problématique qu'on a identifiée, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50% des recommandations, des prescriptions de compléments alimentaires ne sont pas achetées ni suivies par les clients. Pourquoi? Parce que de temps en temps, on recommande un produit et si malheureusement voilà, il n'est pas disponible en pharmacie ou autre, il se peut que votre patient, votre client ne l'achète tout simplement pas. C'est pas toujours facile à recommander non plus. Et donc, pour pallier à ces problèmes, on a développé Compliment Pro, une plateforme qui vient faciliter la recommandation pour le professionnel et faciliter l'achat pour le client. Je vous montre 5 minutes comment elle fonctionne et puis on passe aux questions avec Dr Warzé et Charlotte Vesal. Hop, je partage mon écran. Voilà. Alors, Compliment Pro, la plateforme est gratuite. Elle est uniquement disponible pour les professionnels certifiés. Et comment ça fonctionne quand je me connecte en tant que professionnel sur Compliment Pro? L'objectif, c'est de créer une recommandation personnalisée de compléments alimentaires pour mon client ou mon patient. Donc, je vais cliquer sur Créer une recommandation. Je vais sélectionner mon client et je vais rajouter différents produits selon les besoins. Évidemment, on a rentré toute la gamme Vesal. Et donc, quand vous allez ici dans le filtre des laboratoires, vous cliquez sur Vesal Pharma et vous verrez les différents produits dont Charlotte vient de vous parler. Et donc, si on veut rentrer, par exemple, le Vinalac EPA DHA, on clique dessus. On aura toutes les informations sur le produit, le tableau des nutriments et les indications. Si le produit vous plaît, vous le rajoutez tout simplement à votre recommandation et il vient se rajouter ici à votre recommandation pour votre client. Vous pourrez donner les instructions de prise dont Charlotte vient de parler, le nombre de comprimés, combien de fois par jour et sur quelle durée. Puis on va pouvoir rajouter d'autres produits. Donc on vient de parler du Bacillus féminin également, qui est disponible sur la plateforme. Je le rajoute et je crée en fait petit à petit une recommandation personnalisée pour mon client où je vais pouvoir donner voilà, des indications de prise précises. Si je dis par exemple à prendre 2 fois par jour, espacé de minimum 2 heures, comme Charlotte l'a dit, eh bien, je peux donner des conseils d'utilisation très précis que mon client retrouvera directement. Si la cure convient à mon client, il me suffit de l'envoyer et elle sera envoyée directement par mail et par SMS au client qui pourra l'acheter directement de son côté. Votre client va recevoir un lien comme ceci sur lequel il y aura les différents produits. Tout est livré d'une seule fois chez lui, pas de frais de livraison qui s'accumulent, pas de livraison multiple. Il bénéficie également d'un prix qui est meilleur que le prix pharmacie en passant chez nous. Voilà. C'est vraiment très simple en termes d'adhésion pour lui. Et pour vous, ce qui serait intéressant, c'est que vous aurez un suivi. Vous pourrez voir exactement, tiens, j'ai fait une recommandation le 24 août à William, où il en est, je vois que c'est envoyé, le jour où c'est acheté, je vois si c'est acheté. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme qui vient faciliter la recommandation, l'adhésion de vos clients. Puis c'est également une plateforme de formation. Donc demain, si vous voulez revoir le replay du webinaire d'aujourd'hui avec le Dr Warzé et Vesal, vous irez ici dans l'académie et vous pourrez directement voir le replay du webinaire. Je vous invite à vous inscrire, la plateforme est gratuite, il n'y a aucun engagement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur Compliment Pro. Hop. Je vais rapidement repasser au slide. Donc, vous l'aurez compris, Compliment Pro, c'est une plateforme qui vous permet d'accéder à plus de 30 laboratoires, de recommander de manière personnalisée et surtout de vous assurer de la bonne adhésion de vos clients à vos recommandations. C'est plus d'une trentaine de laboratoires qui sont sur la plateforme. C'est les laboratoires que vous nous demandez le plus. C'est comme ça qu'on fonctionne. Au plus on en demande sur un laboratoire, au plus on va essayer de le rentrer. Et ensuite, on s'assure qu'ils répondent à nos critères de qualité, à notre charte de qualité, comme Vesal, où on a un sourcing transparent. On sait d'où viennent les actifs. On a les études cliniques derrière ces actifs, une certaine expertise dans les dosages. Et puis finalement aussi une simplicité de prise, mais également une simplicité en termes de rapport qualité-prix. Si on prend l'exemple Vesal d'aujourd'hui, je pense que Charlotte a bien démontré en quoi il répondait à ces 3 critères, facilité de prise, transparence et études cliniques sur chacun des actifs et des formulations.
Je vous invite à vous inscrire. La plateforme est gratuite. Il vous suffit d'aller sur compliment-pro.com et de vous inscrire. On vous appellera dans la foulée pour vous présenter la plateforme. Vos prochains rendez-vous, rapidement. La semaine prochaine, on a un webinaire avec Argalis sur l'importance de la complémentation chez les véganes et les végétariens. Et en septembre, on aura un webinaire sur les besoins nutritionnels du sportif avec Nutrinco et sur comment renforcer sa vitalité pour une rentrée un automne serein avec Nutergia. Sans plus attendre, je passe aux questions parce que j'ai vu qu'il y en a pas mal. Alors, Jean-Paul, on va peut-être réactiver votre micro parce que je vois qu'il est désactivé pour le moment. On va passer aux questions. Voilà. Alors, la première question, c'est Sabrina qui demande, pour les lactobacilles, c'est parfois compliqué pour les personnes intolérantes au lactose. Que conseillez-vous? Alors, c'est vrai que on reçoit souvent la question concernant les probiotiques et le lactose, mais en fait, il y a certains produits qui peuvent proposer des produits sans présence de lactose. Donc là, je crois que si on regarde sur les produits proposés par Vesal Pharma, en tout cas, il y a des logos qui montrent, enfin, qui parlent justement de certains éléments de composition. Et là, je laisse peut-être Charlotte compléter la réponse. Voilà, je réactive mon micro, mes excuses. En fait, on n'a jamais de lactose chez nous, pas de dioxyde de titane, on est végétarien, on n'a pas de colorant, quoi d'autre? Non, en fait, tout peut être pris par tout le monde, sans souci. Tout est indiqué si jamais sur le site de Compliment Pro. Ok, super. Alors, la deuxième question, c'est Mariam. Selon vous, est-ce que ça a du sens de traiter localement une dysbiose vaginale sans traiter les intestins également? Ah, c'est une très bonne question. En fait, la question est liée au fait que dans le passé, l'utilisation des lactobacilles par voie locale était la voie classique. Il y a une disposition qui a été française à la base, puis franco-belge et puis maintenant européenne, qui interdit l'utilisation des suppléments nutritionnels par voie locale vaginale. Donc, seuls les médicaments peuvent le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a certaines sociétés de probiotiques qui sont en train de tester des préparations à base de bactéries mortes, tuées, de bactéries tuées, pour voir si c'est efficace et pour pouvoir contourner un peu la législation et revenir à l'utilisation locale. Alors, l'utilisation locale, elle est très intéressante, en tout cas lorsque la personne a des symptômes dérangeants qui perturbent la qualité de vie, parce que l'administration locale permet en quelques jours de faire disparaître ces symptômes. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on a rééquilibré le microbiote, mais en tout cas, ça a permis de soulager la personne. L'utilisation par voie locale, historiquement, c'est l'utilisation pendant 5 jours en application locale des lactobacilles, et ça pendant 3 mois. Et donc, chez une personne qui n'a pas des problèmes trop récidivants, en général, c'est un traitement qui historiquement était efficace. Mais je remercie la personne qui a posé la question de mettre le doigt justement sur la problématique du réservoir qui est à l'origine. Donc, si c'est une personne qui exceptionnellement présente ce genre de problème, le traitement local peut être envisagé, et parce qu'en fait, même si les producteurs de probiotiques ne peuvent pas officiellement mettre sur leur notice que leur produit peut être utilisé par voie locale, les personnes qui recommandent les produits, les personnes du monde médical peuvent être, les professionnels de la santé peuvent le recommander. Et donc, chez une personne qui n'a pas d'antécédents répétitifs, ça peut s'envisager. Par contre, chez une personne qui a des problèmes récidivants et à répétition, donc je crois que la voie orale est une voie nettement plus intéressante, tout en considérant que, dans un premier temps, les premiers jours, on peut administrer en local pendant quelques jours aussi pour permettre de soulager les symptômes de la patiente. Ok, très très clair. Charlotte, je pense que tu as déjà répondu à cette question, mais on va quand même la répéter. C'est de nouveau Marianne qui demande les probiotiques plutôt après le traitement antibiotique ou pendant. Les antibiotiques n'éradiquent pas l'action des probiotiques. Donc, nous, on conseille vraiment pendant. Pourquoi? Et surtout, il faut idéalement dans les 24 premières heures. Pourquoi? Parce que l'antibiotique, c'est comme un bazooka. Ça détruit tout. Ça ne fait pas la différence.
lorsqu'on prend un antibiotique, de commencer directement un probiotique diminue l'effet, par exemple, d'avoir, dans certains cas au niveau des intestins, des diarrhées, mais aussi d'accentuer les problèmes de récidive par la suite. Donc, c'est vraiment idéal, dans un monde parfait, ce serait de commencer dans les 24 premières heures, mais à un intervalle de 2 heures minimum. Ok. Marie qui demande, existe-t-il un test pour savoir à quel stade se situe le microbiote vaginal? Oui, en fait, le test, idéalement, on pourrait faire une analyse complète du microbiote vaginal, mais ça ne se fait pas, je veux dire, de façon classique actuellement. Alors, on utilise le pH, donc une tigette pour mesurer le pH. Et si le pH est au-dessus de 4,5, alors à ce moment-là, on est en vaginose bactérienne. Si on est au-dessus de 5, on est probablement en vaginite à bactéries aérobie. Mais donc, le pH est un élément, un premier élément. Le deuxième élément, c'est le frottis. Et le frottis permet à ce moment-là d'identifier l'importance de présence de lactobacilles par rapport à d'autres bactéries commensales ou pathogènes. Et donc, c'est la prédominance ou la quantité relative de lactobacilles par rapport aux autres bactéries qui va déterminer un score qu'on appelle le score de Nugent, et qui va déterminer si on se trouve en présence d'un microbiote normal ou d'un microbiote qui n'est pas normal et qui est qu'on appelle vaginose bactérienne, ou éventuellement d'un microbiote intermédiaire qui, très souvent, évolue vers la vaginose bactérienne. Ok. Donc, c'est une question qui m'a l'air un peu plus complexe à répondre comme ça. Sabrina qui demande s'il y a un lien entre la dysbiose et l'endométriose. Ah ben, c'est une très très bonne question, merci pour la question. En fait, on parle de plus en plus d'endométriose et d'ovaires polykystiques et de leur lien avec le microbiote. Alors, ce sont des situations qui interfèrent bien évidemment avec la possibilité d'avoir des enfants aussi, mais ce sont des éléments qui, semble-t-il, sont également très fort associés aussi à des problèmes métaboliques. Et quand on dit problème métabolique, évidemment, on pense microbiote, pas nécessairement urogénital, mais microbiote intestinal. Et donc, c'est tout à fait clair que, aussi bien pour l'endométriose que pour les problèmes d'ovaires polykystiques, eh bien, il y a toute une recherche en cours pour essayer de faire des recommandations officielles qui passent par le microbiote et qui pourraient passer par des probiotiques, entre autres. Alors, c'est clair qu'en attendant les résultats, on peut tout à fait envisager d'essayer justement de favoriser le microbiote équilibré, renforcer la perméabilité intestinale, essayer de diminuer l'inflammation de bas grade. Donc, ce qu'on fait de façon assez classique lorsqu'on se trouve quand on traite, quand on a une approche microbiote. Et donc, je crois que déjà aujourd'hui, on peut tout à fait envisager d'apporter un soutien à ce niveau-là, mais qui passera alors à ce moment-là par un renforcement du microbiote, de la perméabilité intestinale et une diminution de l'inflammation de bas grade. Ok, merci Jean-Paul. Question pour Charlotte, cette fois, Aurore, qui demande les vitamines et minéraux proposés dans le produit Vinalac sont-ils sous forme biodisponible? Par exemple, quelle est la forme du fer, bisglycinate, oxyde, sulfate? Alors, pour le faire, si je ne m'abuse, c'est du sulfate, mais je dois aller revérifier parce que j'avoue que je ne sais plus de tête. Au bout de 13 ans, ce genre de choses, j'ai un peu oublié. Je m'excuse, mais ce sont des formes à chaque fois biodisponibles et sans aucun souci. Et pour une question que j'ai vue passer concernant la maltodextrine, on utilise la meilleure des qualités naturelles, donc c'est-à-dire qu'on prend des glucides venant de sources naturelles, donc qui sont plus faciles à digérer aussi. Et il faut savoir que la maltodextrine, ça favorise la survie des souches de probiotiques et donc ça garantit aussi un effet. Parce que je l'ai vu passer dans la liste. Ok, Tant qu'on parle super. composition. Ouais, très bien. Merci Charlotte. De rien. Super. Alors, c'est peut-être plus pour Jean-Paul cette fois. Jessica qui demande deux questions. Tout d'abord, est-ce qu'il est possible de combiner une prise d'oméga 3 et de probiotiques? Et ensuite, est-il possible de prendre des probiotiques tout au long de l'année? Est-ce qu'il y a un risque de surdosage? Quelle est la posologie recommandée?
Alors, merci beaucoup, Jessica, pour ces deux questions. La première est tout à fait intéressante parce qu'elle met le doigt sur justement l'élément positif des oméga-3 par rapport au microbiote, puisque les oméga-3 ont un effet prébiotique. Donc, il va favoriser le développement d'un microbiote équilibré. Alors, il est tout à fait évident qu'on peut associer les probiotiques avec les oméga-3. Mais en général, très souvent, on les trouvera dans des gélules ou des ovules séparés, parce que les oméga-3 nécessitent quand même un environnement spécifique. Mais donc, on peut absolument, tout à fait, la réponse est oui. Et c'est ce qui se passe, entre autres, lorsqu'on prend le Vinalac DHA-EPA, puisqu'il y a un probiotique et il y a l'association aussi avec les oméga-3. Alors, l'utilisation des probiotiques pendant toute une année. Alors, personnellement, moi, je ne suis pas favorable à utiliser des probiotiques toute l'année et tous les jours, sauf éventuellement dans des situations extrêmement majeures. Les gens qui ont des problèmes de cône rectocolite ulcéro-hémorragique avec des situations, et encore dans ces situations-là, il y a des épisodes plus aigus, etc. Donc, même je crois qu'il y a peu de situations qui justifient la prise de probiotiques pendant 12 mois chaque jour. Et c'est pour ça qu'en général, lorsqu'on utilise des probiotiques, en général, on fera un traitement d'attaque, enfin un traitement de base de 3 semaines, avec un traitement prolongé à 3 mois lorsque la situation est une situation qui le nécessite. Et au-delà de 3 mois, mais je ne parle pas de la grossesse, évidemment, je suis hors grossesse, je dirais qu'on devrait essayer, alors à ce moment-là, et c'est recommandé par les publications, de faire une utilisation 7 à 10 jours par mois de ces probiotiques, parce que alors à ce moment-là, ça permet d'entretenir le microbiote. Un élément important sera d'essayer de faire disparaître les facteurs favorisant le déséquilibre du microbiote, s'il y a moyen. Mais donc, en dehors de la grossesse ici, où on est dans une situation un peu extraordinaire, où le probiotique va être administré, comme on l'a vu durant la grossesse, l'allaitement, et puis ensuite à l'enfant. En tout cas, toutes les publications ont démontré qu'il n'y avait aucun problème sur le plan safety, et que ça se justifiait, en tout cas, par rapport à l'effet que ça pouvait avoir. Ok, super. Je vais répondre à 2-3 petites questions par rapport à Compliment Pro. Tout d'abord, vous avez accès au replay et aux slides dès demain sur notre académie. Alors, on va uploader les slides que Jean-Paul vient de vous présenter et les slides également de Vézal sur notre académie. Donc, vous aurez tout qui sera disponible si vous le souhaitez. Pour les autres questions, oui, on livre en Angleterre par le biais de Compliment. Il faut juste voir les frais de livraison qui peuvent être un peu plus élevés que les frais traditionnels. Et par contre, on ne travaille pas avec le laboratoire Sunday Natural. Il n'est pas disponible sur la plateforme. On va repasser à une question de Virginie qui demande pour les nourrissons, quels probiotiques donnez-vous si naissance par césarienne et parents avec soucis intestinaux, à partir de quel âge et combien de temps? Ici, on est dans la situation d'une césarienne qui est objectivée, et donc on parle principalement de nourrissons. C'est bien ça? Oui. Si je comprends bien la question. Parce qu'on peut tout à fait essayer de prévenir la césarienne. Ça, je voudrais simplement faire une parenthèse. La césarienne, en fait, parfois, peut-être, lorsqu'elle n'est pas vraiment médicale et justifiée, entre autres, par exemple, parce que l'enfant a un poids et une taille importante et ne passe pas par le bassin de la mère ne pourra pas le laisser passer. Donc, dans un premier temps, on peut, en favorisant le microbiote de la mère, essayer d'éviter qu'il y ait, en tout cas, une prématurité ou un risque de grossesse, enfin de naissance prématurée, et éventuellement un risque de césarienne. Alors, les césariennes médicales, pour raison médicale, l'Organisation mondiale de la santé considère que au maximum 15% de toutes les césariennes
je veux dire, sont vraiment liées à une cause médicale. Toutes les autres sont des césariennes qui peuvent être considérées de confort. Et donc, je dirais que si on peut éviter une césarienne de confort, c'est d'autant mieux, en tout cas pour la construction du microbiote de nourrisson. Donc ça, c'est une parenthèse. La deuxième chose, si l'enfant est né par césarienne, idéalement, il faut essayer, dans la mesure du possible, d'allaiter l'enfant et le plus longtemps possible. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, l'allaitement maternel va compenser le manque de colonisation qui n'aura pas eu lieu par le passage au niveau du canal vaginal. Et alors, pour soutenir ce microbiote, il est tout à fait clair qu'on peut, alors à ce moment-là, apporter une supplémentation en probiotiques et ma recommandation est d'essayer d'associer des lactobacilles et des bifidobactéries qui vont avoir un effet complémentaire pour stimuler la maturité non seulement du microbiote intestinal, du développement de la muqueuse intestinale, du développement de la motricité intestinale, le développement de la semi-perméabilité intestinale. Et donc, il faut savoir qu'il y a des études dans la prévention d'allergies qui ont été faites avec ce genre d'association, parfois même pendant 12 mois chez des nourrissons, et avec une efficacité démontrée et sans problème de safety. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait à envisager et à encourager pour contribuer à favoriser une accélération de la maturité du microbiote intestinal. Ok, super. Alors maintenant, on va retourner plutôt vers Charlotte. Donc Charlotte m'a signalé que le fer, justement, c'était du fumarate, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai été rechercher. Okay. Super. Et alors, deuxième question pour toi, Charlotte. Virginie qui demande, le complément femme enceinte, peut-on le donner pendant l'allaitement? Combien de temps? Quel est le dosage de vitamines, car nous ne le voyons pas? Alors, les dosages de vitamines sont indiqués sur le site de Compliment Pro. On va finir par croire que je vends Compliment Pro. Très bien. Oui, non. Non, évidemment, on conseille vivement de continuer la vitamine de grossesse. Alors, dans l'idéal, c'est le Vinalac plus DHA EPA. Pourquoi? Parce que les omégas sont vraiment essentiels également à la maman. Et je rappelle que quand on allaite, on est des petites usines 7/7, 24/24 et que ça demande énormément d'énergie. Donc, vraiment à conseiller vivement de continuer une vitamine de grossesse pendant toute la durée de l'allaitement. Donc, c'est vraiment jusqu'au dernier jour. On pourrait même encore en prendre encore un petit peu après sans aucun problème, le temps de récupérer pour soi-même aussi. Voilà, moi, comme ça, je donne un peu le côté humain personnel, mais pour ma part, j'ai allaité mes enfants 6 mois et demi. Pendant 6 mois et demi, j'ai continué le Vinalac plus DHA. Je pense que si je ne l'avais pas pris, on ne me retrouvait pas, j'étais sur les rotules. Donc voilà, c'est vraiment important. J'insiste surtout sur le DHA parce que c'est les omégas, c'est des matières graisseuses. L'enfant en a besoin pour son développement cérébral. C'est là où il va puiser toute son énergie, c'est ce qui va lui permettre de grandir aussi. Donc, c'est vraiment essentiel pour la maman, mais pour le bébé aussi. Et surtout, ça favorise la lactation en plus. Ok, merci Charlotte. Jean-Paul, que pensez-vous de l'usage complémentaire de formules à base d'huiles essentielles anti-infectieuses pour pallier à la résistance aux antibiotiques? Oui, c'est tout à fait une alternative qui est intéressante, mais en général, ces huiles essentielles, je crois qu'elles sont utiles à partir du moment où on veut rééquilibrer le microbiote au niveau intestinal. Et donc, à partir du moment où une personne présente des plaintes qui sont liées à un déséquilibre prolongé et qui a entraîné des complications de perméabilité intestinale, etc., les huiles essentielles sont une alternative tout à fait intéressante aux antibiotiques. Donc, par rapport au microbiote intestinal, oui, je crois que c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Ok. On a Aurélie qui demande, est-ce trop tard d'utiliser les probiotiques pour diminuer le risque du terrain atopique chez les enfants après la phase de sevrage, à partir de 1 an par exemple?
Alors, merci beaucoup pour cette question, parce qu'il faut savoir que le domaine de l'allergie, de sa prévention, mais aussi de son traitement, c'est un domaine où il y a un focus très important de l'Organisation mondiale de la santé et de la Commission européenne, bien évidemment, mais c'est le premier domaine qui est à l'origine de toute cette science du microbiote. En fait, en Finlande, à une certaine époque, je parle d'il y a quelques dizaines d'années, il y avait de tels pourcentages d'allergies, de problèmes d'allergie dans la population que le gouvernement a tapé sur la table et a donné comme mission à une université en Finlande, à Turku, d'essayer de comprendre d'où venait cette explosion d'allergies. Et c'est de là qu'est née toute cette science du microbiote. Parce qu'en fait, la responsable du service a découvert que les nourrissons qui étaient allergiques ou qui allaient devenir allergiques avaient un microbiote intestinal différent des nourrissons qui ne développaient pas de l'allergie. Et donc, je crois que c'est intéressant de dire que le domaine de l'allergie est le premier domaine qui a permis la curiosité qui a débouché sur toutes les publications qui sortent aujourd'hui dans tous les domaines de la santé. Alors, on a démontré que dans le domaine de l'allergie, en fait, se traduit en fonction de l'âge, peut se traduire sous différents symptômes. Ça veut dire que chez le nourrisson, en général, c'est au niveau de la peau, une dermatite atopique, ou alors sur des problèmes de diarrhée. Et les problèmes respiratoires, les problèmes d'asthme, les problèmes de rhume des foins, etc., se développent seulement après quelques années. Et donc, quand on fait une prévention d'entrée dans la marche allergique, on parle d'une entrée dans la marche allergique, parce qu'à ce moment-là, on risque éventuellement de passer de symptôme en symptôme en fonction de son âge, même si après, certaines allergies disparaissent après un certain âge. Et donc, l'objectif va être d'empêcher ou de retarder l'entrée dans la marche allergique. L'utilisation des probiotiques spécifiques comme le Lactobacillus rhamnosus HM001, utilisés en fin de grossesse pendant l'allaitement et chez le nourrisson, pendant un certain nombre de mois, a permis de démontrer qu'on réduit le risque de 50%. Donc ça, c'est de la prévention qui a été démontrée. Cette prévention est optimale à condition de donner les probiotiques à la mère, mais aussi ensuite à l'enfant. On a montré que l'efficacité n'est pas la même lorsqu'on donne le probiotique uniquement à la mère, même pendant la grossesse et l'allaitement, et pas à l'enfant, ou bien uniquement à l'enfant après le sevrage. Eh bien, donc, ça, pour avoir une efficacité optimale, donc, c'est un élément très important. D'un autre côté, on est en train de démontrer que certains probiotiques permettent, en tout cas, de diminuer les symptômes, la symptomatologie dans les problèmes allergiques. Ça, c'est une chose aussi qui est démontrée. Et il y a une équipe en Israël qui a démontré aussi qu'une certaine association de probiotiques qui n'est pas encore disponible aujourd'hui pourrait éventuellement faire disparaître, en tout cas, certaines sensibilisations allergiques. Donc ça, on n'en est pas encore là, mais ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a des problèmes d'allergie, pensez au microbiote et aux probiotiques, que ce soit que ce soit également pour le traitement, eh bien, est certainement une chose intéressante compte tenu du fait qu'on connaît de plus en plus l'interférence du microbiote avec l'immunité et d'un microbiote déséquilibré et d'un déséquilibre de l'immunité. Okay. Donc, pour rebondir, des traitements. Donc, même si on ne peut pas, remonter le temps, ça vaut la peine d'essayer. Ok, et petite question d'ailleurs par rapport à ce que tu dis et ce qui a été dit tantôt. Virginie qui dit, petite précision, pour les probiotiques, vous les donnez directement au nourrisson à la naissance ou vous les donnez à la maman qui seront transférés par l'allaitement? Alors, pendant la période d'allaitement, il y a, en tout cas, en général, on peut donner le probiotique à la mère et ça peut favoriser, en tout cas, la santé de l'enfant. Le probiotique peut être également donné au nourrisson. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc on peut tout à fait, en fonction de l'objectif visé, donner des probiotiques au nourrisson lui-même lorsque la mère allaite.
et après continuer la période de santé. Donc, les deux sont tout à fait possibles. Ok, super. Une petite question de Sabrina qui dit s'il n'y a pas de signe de dysbiose, est-il utile de faire une cure et combien de fois par an? Alors, merci beaucoup pour la question parce que c'est une question extrêmement intéressante. S'il n'y a pas de signe de dysbiose, et là, ça me permet d'attirer l'attention sur le fait que la dysbiose et la vaginose bactérienne n'est pas systématiquement associée à des symptômes. Donc, lors d'un contrôle de routine, on peut objectiver un déséquilibre qui peut être intermédiaire ou une véritable vaginose bactérienne. Et cette vaginose bactérienne, il faut savoir qu'elle expose dans la vie de tous les jours à plus de risques d'infection et de problèmes. Donc, il faut savoir qu'un microbiote équilibré va contribuer à la santé, à la qualité de vie, mais aussi à prévenir éventuellement les problèmes. Par exemple, on parle beaucoup du papillomavirus. Eh bien, on sait que si le microbiote n'est pas bien équilibré, eh bien, ça diminue la capacité d'éliminer le papillomavirus. Et donc, dans le cadre d'une activité sexuelle, une vie sexuelle active, le fait de ne pas avoir de symptômes ne veut pas dire pour ça que le microbiote n'est pas déséquilibré. Et donc, en fonction des facteurs de risque, bien évidemment, je crois qu'il est alors à ce moment-là tout à fait intéressant, si certains facteurs de risque sont davantage présents, d'envisager même préventivement l'utilisation d'un traitement de 3 semaines, qui pourrait être envisagé 2 ou 3 fois par an, et tout ça pour favoriser justement un microbiote équilibré et qui permette de garantir de façon optimale la santé. Ok. On va peut-être prendre les 2 dernières questions, parce que je vois que l'heure file. Amélie qui dit: j'entends des médecins conseiller les lactobacillus sous forme de produits lactés tels que yaourt, est-ce efficace? La question, c'est utiliser des lactobacilles qui se trouvent dans des yaourts, c'est ça? Voilà, ouais. Est-ce que c'est suffisant? Ouais. Alors, il faut savoir qu'un lactobacille n'est pas l'autre, que les yaourts aujourd'hui ont pour but visent une santé de base. D'accord. On sait que les aliments fermentés, que ce soit yaourt, kombucha ou autre, historiquement font partie de l'alimentation de toutes les populations du monde et contribuent à la santé de base. Et la santé de base, c'est la bonne santé intestinale, le fonctionnement équilibré du microbiote, du système immunitaire, etc. À partir du moment où on commence à parler de suppléments nutritionnels et de prévention de problèmes, de facteurs de risque, de situations à répétition, etc., je crois qu'on se trouve alors à ce moment-là dans une situation qui sort de la santé classique. Et qu'à ce moment-là, il faut alors à ce moment-là choisir des bactéries qui ont démontré une efficacité. Parce que même si aujourd'hui le yaourt va concourir à la santé de base, ça ne suffira pas. En tout cas, je suppose qu'on parle de l'utilisation par voie orale, parce qu'il faut savoir que dans le passé, parfois, les yaourts étaient utilisés par voie locale, mais leur efficacité n'a pas été démontrée. Et donc, je dirais que le yaourt doit faire partie, certainement, si la personne le souhaite, enfin, peut faire partie comme alimentation fermentée d'une alimentation générale, et si c'est pas ça, ça peut être autre chose. Mais si on veut faire de la prévention en cas de situation à répétition, etc., seuls des lactobacilles qui ont démontré une efficacité et qui sont proposés dans un cadre vraiment documenté, peuvent apporter des solutions. Ok. Et je prends une dernière question, parce qu'on la dernière de Laetitia. Lors de ballonnement et suspicion de pullulation bactérienne style SIBO, serait-il dangereux de donner des probiotiques? Alors, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est vrai que le SIBO, en fait, peut entraîner une perturbation de la qualité de vie, parfois, enfin pas comparable, mais autant gênante que les problèmes de santé féminine.
Et le SIBO, en fait, c'est une hyperprolifération de bactéries au niveau de l'intestin grêle, chose qu'on ne devrait pas avoir. Et donc, ce SIBO peut se manifester en association avec le côlon irritable, et ça peut être une migration de bactéries qui viennent du côlon et qui sont remontées au niveau de l'intestin grêle et qui vont, de ce fait-là aussi, interférer au niveau gastrique et et qui peuvent remonter aussi au niveau pour perturber le microbiote buccal. Donc, à partir du moment où il y a un SIBO, il y a une hyperprolifération de bactéries. Donc, je dirais que la première chose à faire serait d'essayer d'identifier l'origine du SIBO, qui peut être diverse. Ça peut être quelqu'un qui mange trop de fibres, ça peut être quelqu'un qui prend des inhibiteurs de bon proton. Donc, essayer de voir les facteurs favorisants et essayer de les diminuer ou de les supprimer. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut essayer d'assainir la situation et donner des huiles essentielles peut permettre de corriger la situation, mais assez rapidement aussi, il faudra essayer de rétablir le microbiote parce qu'il y a souvent aussi un déséquilibre du microbiote au niveau du côlon. Le côlon irritable est associé dans un très grand pourcentage de cas. Et donc, il faudra assainir dans un premier temps, mais ne pas oublier pas trop tardivement, de rééquilibrer avec des bifidobactéries, des lactobacilles, et progressivement essayer de réintégrer aussi des éléments prébiotiques qui permettent de rééquilibrer le microbiote au niveau du côlon. Ok, super, super, super. Alors, on a quelqu'un qui nous dit, dommage que vous ne répondiez pas aux questions de vos partenaires. Je ne sais pas si on a omis une question. J'ai pas l'impression. De tous les cas. Si, Pardon? Si, j'ai regardé, je sais c'est de laquelle qu'il s'agit. Attends, il faut retourner en dessous. Ah oui, bonjour. Ouais, ok. T'as Si trouvé? infection urinaire, c'est ça? Ouais, Ok. avec Si l'Escherichia infection coli. ouais. Voilà, si infection urinaire par Escherichia coli, pertinent d'investiguer zonuline LBP pour voir si hyperperméabilité intestinale et endotoxinémie, ou bien c'est surtout pour le candidat albicans micellaire. Désolé si j'ai écorché la question. William, tu peux la relire parce qu'il y a beaucoup d'éléments dedans. Tu veux que je la lise? Oui. Ouais, je préfère. Ouais. Bonjour. Si infection urinaire par Escherichia coli, pertinent d'investiguer zonuline LBP pour voir si l'hyperperméabilité intestinale et endotoxinémie, excusez-moi, ou bien c'est surtout pour le candidat albicans micellaire. Alors, je remercie pour la question parce qu'elle est vraiment intéressante. Donc, l'Escherichia coli, c'est clair, c'est une des causes majeures des cystites à répétition. D'accord ? Son origine est le réservoir intestinal et ça me permet de dire une information tout à fait intéressante qui va vous conforter dans le fait que le problème, à la base, se situe au niveau de l'intestin. Comme vous le savez, dans certaines situations, en raison des multirésistances aux antibiotiques, certaines personnes développent des diarrhées chroniques à clostridiodidèse difficile. Et à cause de cette multirésistance aux antibiotiques, ces personnes vont passer par différents épisodes de diarrhée chronique et peuvent en mourir. Et aujourd'hui, le seul traitement qu'on a trouvé pour les sauver, et ça marche très efficacement, c'est le transfert de microbiote fécal. Ce qu'on a constaté, c'est que ce transfert de microbiote a permis, chez ces personnes qui avaient ces problèmes de diarrhée chronique, non seulement de solutionner leurs problèmes de diarrhée chronique, mais aussi chez les femmes qui avaient des problèmes de cystite à répétition, de faire disparaître les problèmes de cystite à répétition. Donc ça, c'est un élément extrêmement intéressant. Et ça, qui est en rapport aussi avec ce que je disais, de faire de la prévention de la constipation chronique, parce que la constipation chronique va favoriser le développement de l'Escherichia coli, et s'il y a beaucoup d'Escherichia coli au niveau intestinal, il y en aura beaucoup au niveau vaginal et beaucoup au niveau de la vessie, et ça peut entraîner des problèmes et entraîner des cystites à répétition. Donc, le lien, en tout cas, il est clair. Alors, à partir du moment où vous avez une constipation prolongée, et il faut éviter d'avoir une constipation prolongée chronique,
non seulement par rapport à la vie urogénitale, mais aussi par rapport à la qualité de la perméabilité intestinale. Pourquoi? Parce que si vous avez une dysbiose au niveau de l'intestin qui se prolonge, vous allez avoir à ce moment-là la santé de l'intestin qui va en pâtir. Vous aurez alors à ce moment-là une mauvaise régénération de la muqueuse intestinale, une mauvaise qualité de mucus, une perméabilité intestinale qui va se développer avec progressivement le développement d'une inflammation de bas grade. Et donc là, je rejoins le sujet proposé par la personne qui a posé la question en disant s'il y a un problème d'Escherichia coli répétitif au niveau urogénital, eh bien, oui, sur le long terme, c'est clair que cette personne peut avoir également des problèmes au niveau intestinal qui peuvent déjà aussi avoir des répercussions systémiques à distance de l'intestin. Et donc, c'est tout à fait intéressant en fonction de l'histoire de la personne d'essayer aussi, si le problème est historiquement date depuis un certain temps, d'essayer de voir si justement cette dysbiose intestinale n'est pas à l'origine aussi d'autres complications qui seraient liées à cette hyperperméabilité intestinale. Donc je dis, ma réponse c'est oui, mais pas nécessairement chez tout le monde, ça dépend du cas. Ok, super. Eh ben, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Un énorme et un grand merci plutôt à Dr. Warzé et Charlotte de Vézal. C'était très intéressant. On voit que les retours ont été très positifs, en tout cas dans le chat, beaucoup de questions. Merci. Je répète encore une fois, tous les produits Vézal sont disponibles sur Compliment Pro. Vous aurez toutes les informations. Si encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser par mail. On les transférera au Dr. Warzé ou à Charlotte de Vézal. Passez tous une très belle après-midi. Charlotte, Jean-Paul, au revoir. Merci William, merci Charlotte. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.